Un juge ridiculise publiquement des frères jumeaux noirs devant le tribunal pour être ensuite stupéfait lorsqu'ils révèlent leur formation d'élite dans l'armée américaine. Le vieux palais de justice au cœur de Maplewood, en Pennsylvanie, avait été le théâtre d'innombrables procès au fil des décennies. Mais aujourd'hui, une autre sorte de tension s'installait dans ces couloirs. L'air était lourd d'impatience. Des spéculations murmurées circulaient entre les greffiers, les avocats et les spectateurs. Les gens se rassemblaient en petits groupes, chuchotant à propos des deux hommes qui devaient comparaître devant le juge Herbert U. Harding cet après-midi, les frères Carter. Daniel et David Carter se tenaient juste à l'extérieur de la salle d'audience B, leurs larges épaules carrées, leurs expressions indéchiffrables. Les jumeaux identiques étaient des silhouettes imposantes, chacun bâti comme des hommes qui avaient passé des années à endurcir leur corps par la discipline et la pure force de leur volonté. Leurs costumes sombres étaient parfaitement coupés. Mais aucune présentation soignée ne pouvait dissimuler la puissance contrôlée de leurs mouvements. Ils se tenirent avec une aisance qui ne venait que de l'expérience, une véritable expérience, celle forgée dans les épreuves. Contrairement aux autres accusés qui arpentaient le couloir, les mains agitées, le visage gravé d'inquiétude, les frères Carter restaient immobiles. Le dos droit, le regard perçant, ils dégageaient une confiance tranquille qui les distinguait des autres. Mais sous cette surface calme, la tension brûlait. Ils n'étaient pas seulement là pour contester une décision. Ils n'étaient pas seulement là pour défendre une cause. Ils étaient là pour se battre pour la terre de leur famille, la terre pour laquelle leur grand-père avait versé son sang, qu'il avait construite de ses mains nues. La terre que le juge Harding essayait de leur voler sous couvert de procédure judiciaire. La porte du tribunal s'ouvrit en grinçant lorsqu'un huissier sortit, sa voix sifflante lorsqu'il appelait l'affaire suivante. À l'intérieur, le juge Harding était assis perché sur son banc surélevé, sa présence planant sur la salle d'audience comme un roi autoproclamé surveillant son domaine. Son visage, ridé par l'âge et durci par des années d'exercice d'une autorité incontrôlée, restait un masque impassible d'arrogance. Il s'était fait un nom à Maplewood, non pas pour son sens de la justice, mais pour son efficacité brutale. Il dirigeait sa salle d'audience comme un marteau dirigeait un clou, sans relâche, sans discrimination et sans pitié. Au fil des ans, d'innombrables hommes et femmes avaient franchi ses portes, pour en ressortir brisés par son jugement. Il favorisait ceux qui avaient de la richesse, des relations, ceux qui pouvaient lui rendre l'appareil. Le reste, les autres, n'étaient rien de plus que des insectes sous sa botte. Et aujourd'hui, les frères Carter étaient les suivants sur la liste. Lorsque Daniel et David franchirent les doubles portes de la salle d'audience B, l'atmosphère changea. Les conversations s'arrêtèrent. Le froissement des papiers cessa. Même l'huissier hésita avant de leur faire signe d'avancer. Les frères se déplaçaient à l'unisson, leurs pas mesurés, leur présence indéniable. Le juge Harding leva à peine les yeux au début. Il feuilleta le dossier avec une expression ennuyée, ses doigts tambourinant paresseusement contre le banc en bois. Pour lui, c'était la routine. Un autre conflit de propriété foncière, une autre affaire qu'il avait déjà tranchée avant même le début de l'audience. Mais ensuite, il leva les yeux. Son regard croisa le leur et quelque chose vacilla dans ses yeux, juste pendant une seconde. Une brève hésitation, un instant de reconnaissance. Ce n'étaient pas des hommes désespérés implorant la clémence, ce n'était pas le genre d'homme qu'il avait l'habitude de briser. Et bientôt, il apprendrait que ce n'étaient pas des hommes qu'il pouvait simplement humilier et rejeter. Dès l'instant où Daniel et David s'avancèrent, l'atmosphère dans la salle d'audience changea. Le juge Harding dissimula à peine son dédain en regardant les frères jumeaux, son sourire narquois mêlé de quelque chose entre l'amusement et la condescendance. Ses doigts tapotèrent paresseusement contre le marteau posé sur son bureau, un rythme lent et délibéré, comme s'il avait déjà décidé de l'issue bien avant que le premier mot n'ait été prononcé. Il se pencha en arrière sur sa chaise, ajustant sa robe avec une facilité exagérée, faisant preuve d'autorité. Les coins de sa bouche tressaillirent, alors qu'il jetait un coup d'œil vers les papiers devant lui, puis de nouveau vers les frères, son sourire narquois s'élargissant. Il s'épanouissait dans des moments comme celui-ci, des moments où les hommes se tenaient devant lui en pensant qu'ils avaient une chance, des moments où l'espoir vacillait juste assez longtemps pour qu'il l'éteigne.
Il prit son temps avant de s'adresser à eux, sa voix dégoulinant de moquerie, alors qu'il soulignait leur choix de se défendre eux-mêmes plutôt que d'engager un avocat. Ces mots n'étaient pas seulement une critique, c'était une insulte délibérée, un rejet de leur intelligence, une tentative de les remettre à leur place avant même que la procédure n'ait commencé. Daniel resta impassible, ses doigts resserrant les bords usés du dossier qu'il tenait, celui contenant le titre de propriété de leur grand-père. Le poids de celui-ci était plus que du papier. C'était de l'histoire, un héritage, la preuve de décennies de sacrifices. Sa mâchoire se serra, mais il refusa de mordre à l'hameçon. Il ne s'agissait pas de jouer à des jeux de salle d'audience. Il ne s'agissait pas d'ego ou de posture. Il s'agissait de la terre de leur famille, de la sueur et du sang de leur grand-père, de leur droit d'exister dans une ville qui avait passé des années à essayer de les effacer. Harding expira bruyamment, feignant l'ennui avant de feuilleter les documents avec désintérêt. Ses yeux parcoururent le texte juridique, mais il ne lisait pas. Il cherchait. Il cherchait des faiblesses, des erreurs mineures qu'il pourrait exploiter, une excuse quelconque pour rejeter leurs revendications sans leur donner la satisfaction d'un véritable argument. Il la trouva rapidement. D'un geste désinvolte de la main, il jeta l'un des documents de côté, le rejetant comme non pertinent. La motion avait été pratiquée, répétée. Il souligna que l'acte, bien que juridiquement contraignant en vertu des anciens statuts, ne respectait pas certaines réglementations de zonage nouvellement introduites. Il tordit la formulation, manipula les détails techniques, déforma la vérité pour lui donner une forme qui convenait à son agenda. Il était un expert à ce jeu, et il le savait. David se déplaça légèrement, avança d'un pas, la voix ferme alors qu'il abordait les échappatoires que Harding tentait d'exploiter. Il n'éleva pas la voix, il ne trébucha pas. Il cita la loi sur la préservation des terres agricoles, une loi qui protégeait la terre depuis plus de 50 ans. Il fit référence à des précédents, à des décisions passées qui soutenaient leurs revendications. Son ton était vif mais mesuré, contrôlé mais inflexible. Harding rit. Ce n'était pas le genre de rire qui venait de l'amusement. Il était lent, délibéré, destiné à blesser profondément, à dépouiller les hommes de leur dignité devant un public. C'était le genre de rire qui rappelait à ceux qui étaient dans la salle une vérité simple et indéniable. Le pouvoir lui appartenait. Il se pencha en avant, posa ses coudes sur le banc, son sourire narquois s'approfondissant alors qu'il s'adressait à eux à nouveau. Il leur fit comprendre que leur histoire, leur nom de famille, le dur labeur de leur grand-père ne signifiait rien dans sa salle d'audience. Il laissa les mots s'attarder, les laissa se calmer, laissa la réalité de la situation s'installer. Puis, il prononça les mots qui le hanteraient plus tard. Il leur dit que la loi n'avait aucun sens dans sa salle d'audience, que leurs preuves, leurs arguments, leurs revendications, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que dans sa salle d'audience, il était la loi. Un silence s'abattit sur la salle. Les spectateurs s'agitèrent mal à l'aise sur leurs sièges. Quelques-uns échangèrent des regards méfiants. Ils avaient déjà vu Harding humilier des hommes, l'avoir vu démanteler des vies avec une signature sur un bout de papier. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il y avait quelque chose dans la façon dont les frères Carter tenaient bon, silencieux, inébranlables, qui faisait crépiter l'air d'une nouvelle manière. Quelque chose de dangereux. Le juge Harding avait passé toute sa carrière à faire taire des hommes comme Daniel et David Carter. Il s'était forgé une réputation en réduisant des hommes forts à de simples personnages désespérés, plaidant pour l'équité dans une salle d'audience où l'équité n'existait pas. Il avait enterré des moyens de subsistance, détruit des héritages, et humilié ceux qui pensaient pouvoir le défier. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans la salle d'audience ne savait, c'est que ses frères étaient loin d'être des hommes ordinaires. Daniel et David avaient passé des années à servir dans l'armée américaine. Ils avaient terminé la formation exténuante de l'école des Rangers à Fort Benning, enduré des missions dans certaines des régions les plus instables du monde et mené des hommes à travers le chaos et le feu. Ils avaient vu la guerre de près et avaient affronté des ennemis bien plus dangereux qu'un juge corrompu dans un petit tribunal de Pennsylvanie. Ils savaient se battre, ils savaient survivre, et ils n'ont jamais reculé devant un défi. Alors que le poids de l'arrogance de Harding emplissait la salle, David passa en premier. Il ajusta sa cravate, le geste précis,
contrôlé. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait changé. L'approche posée et prudente d'un homme qui plaide une cause avait disparu. Désormais, ses mots étaient tranchants, aiguisés par des années de commandement. Il ne se contenta pas de parler. Il s'adressa à la salle avec l'autorité d'un soldat qui avait mené des hommes à travers la guerre. Il parle d'intégrité, de devoir, des sacrifices qu'ils avaient faits pour un pays qui se tenait maintenant à l'écart, tandis que des hommes corrompus comme Harding exerçaient un pouvoir sans contrôle. Il détailla le fardeau du service, les déploiements sans fin, les nuits passées dans des endroits où la mort rôdait dans chaque ombre. Il rappela au juge et à tous ceux qui l'écoutaient que son frère et lui avaient prêté serment de protéger les valeurs que le tribunal prétendait défendre. Et pourtant, ils étaient là, à regarder la terre de leur famille se faire voler par le système même pour lequel ils s'étaient battus. Pour la première fois, l'expression de Harding vacilla. C'était subtil, un léger tic de ses doigts, un frémissement dans sa confiance satisfaite, mais c'était là. Puis vint le tour de Daniel. Contrairement à son frère, il ne voyait aucune raison de formalité. Il s'avança d'un mouvement régulier et délibéré, fixant Harding d'un regard qui faisait hésiter même les officiers les plus chevronnés. Il avait déjà rencontré des hommes comme Harding, des hommes qui bâtissaient des empires sur la peur, qui croyaient que le pouvoir seul les rendait intouchables. Mais le pouvoir était une illusion, et les illusions pouvaient être brisées. Sa voix, plus basse et plus lourde que celle de David, traversa la salle d'audience avec le poids d'un verdict. Il déclara pour mémoire que le juge Harding avait sciemment ignoré les preuves, manipulé l'affaire et s'était moqué de 2 vétérans décorés de l'armée devant une salle d'audience pleine. Il fit clairement comprendre que le juge n'avait plus le contrôle de ce moment. La galerie éclata en murmures. La tension s'épaissit, pressant contre les murs comme une tempête prête à éclater. Le visage de Harding s'assombrit. L'amusement suffisant disparut de son expression, remplacé par quelque chose de plus proche de la rage. Il frappa son maillet, ordonnant le silence, sa voix s'élevant d'une manière qui trahissait son sang-froid habituel. Mais cela n'avait pas d'importance. L'énergie avait changé. Le contrôle qu'il avait autrefois sur la salle lui glissait entre les doigts. Il les avait sous-estimés. Et maintenant, il était trop tard. Les médias étaient présents dans la salle. Les journalistes étaient assis tranquillement dans la galerie, leurs stylos grattant contre des bloc-notes, leurs téléphones enregistrant discrètement chaque mot. La salle d'audience avait été remplie de spectateurs, d'avocats, de greffiers, de citoyens ordinaires dont les affaires devaient être entendues plus tard dans la journée, mais personne n'avait oublié ce qu'ils avaient entendu. La voix de Harding, teintée d'arrogance, avait résonné dans les couloirs du tribunal. Sa condescendance moqueuse, son mépris flagrant de la loi et de la décence n'étaient pas passés inaperçus. Lorsque les portes du tribunal se sont refermées sur les frères Carter, les rumeurs avaient déjà commencé. Les journalistes n'ont pas perdu de temps, certains sortant dans le couloir pour envoyer des messages à la hâte à leur rédacteur en chef, d'autres parcourant des documents juridiques, renvoyant à des affaires passées sur lesquelles Harding avait statué. Ils avaient déjà vu des juges abuser de leur pouvoir. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un parti pris subtil, caché derrière un langage soigneusement élaboré, mais d'une corruption ouverte et sans excuse. Le lendemain matin, les gros titres étaient partout. Un juge ridiculise publiquement les 2 vétérans de l'armée. Une réaction judiciaire imminente. Une enquête fédérale a été lancée sur la conduite du juge Harding au tribunal. De la corruption à Maplewood, les frères exposent des années de manipulation juridique. La ville de Maplewood, habituée depuis longtemps au règne de Harding, s'est retrouvée sous les projecteurs nationaux. En quelques jours, le Pennsylvania Judicial Conduct Board a annoncé une enquête sur ses pratiques judiciaires. Les groupes de défense des droits civiques en ont pris note, exigeant des réponses et appelant à la transparence. Le palais de justice s'est transformé en champ de bataille, non pas juridique, mais politique et reddition de comptes. Harding avait déjà surmonté des controverses. Il avait de l'influence, des relations. Il avait passé des décennies à construire un réseau d'alliés puissants qui lui devaient des faveurs. Il avait déjà rejeté des scandales, étouffé des plaintes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Cette fois, ce n'était pas suffisant.
Daniel et David avaient redéclenché quelque chose de plus grand que leur simple affaire. Les organisations d'anciens combattants se sont manifestées, indignées que 2 Rangers décorés de l'armée aient été humiliés en audience publique. Le ministère des Anciens combattants a publié une déclaration condamnant le traitement réservé par Harding aux militaires. L'armée elle-même a publié une réponse officielle, refusant de garder le silence sur les mauvais traitements infligés à 2 des siens. Les alliés de Harding ont commencé à prendre leur distance. Les avocats qui recherchaient autrefois sa faveur évitaient désormais toute association avec lui. Les politiciens qui comptaient sur son soutien ont rapidement retiré leur soutien. Les murs se refermaient. Harding a essayé de riposter, il a déposé des requêtes, a tenté d'utiliser son influence restante pour retarder l'enquête. Il a demandé des faveurs, a contacté des journalistes qu'il avait autrefois intimidés, essayant de contrôler le récit. Il était trop tard. Le conseil de conduite judiciaire l'a suspendu en attendant l'enquête. Puis, des semaines plus tard, il a été annoncé que Harding avait été officiellement démis de ses fonctions. Sa carrière était terminée. Son héritage, bâti sur la peur, la manipulation, des décennies de pouvoir incontrôlé, s'est effondré sous le poids de sa propre arrogance. Les frères Carter ont gagné leur procès. La décision était claire, décisive. Les terres de leur grand-père resteraient dans leur famille, intactes, sans tache, hors de portée des fonctionnaires corrompus. Les documents juridiques définitifs sont arrivés à leur porte des semaines après la destitution de Harding, tamponnés et scellés, portant un poids qui allait au-delà de l'encre et du papier. C'était plus qu'une simple victoire judiciaire, c'était la restauration de quelque chose de sacré, un héritage, un droit de naissance, une promesse tenue. Mais la victoire était plus grande qu'eux. Maplewood a changé. Avec le départ de Harding, son absence a laissé un vide, et dans ce vide est venue la vérité. D'autres hommes se sont manifestés, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des pères, des maris, tous avec des histoires d'affaires truquées dès le départ, de preuves rejetées sans raison, de décisions qui ont dépouillé des familles de leurs maisons, de leurs entreprises, de leur dignité. Les témoignages, un par un, ont dressé le portrait d'une ville qui a vécu pendant des décennies sous le poids du pouvoir incontrôlé d'un homme. La presse s'est emparée de ce témoignage, a creusé plus profondément, a exhumé des dossiers et des archives qui avaient été enterrés sous la bureaucratie. La communauté, qui avait autrefois peur de s'exprimer, s'est maintenant rassemblée. Des poursuites ont été intentées. Les enquêtes se sont poursuivies. Des personnes qui s'étaient résignées à l'injustice ont trouvé leur voie. Les anciens alliés de Harding se sont empressés de prendre leur distance à mesure que de nouveaux détails sur sa corruption faisaient surface. Les fondations de son empire se sont effondrées, réduites à rien de plus que du scandale et de la disgrâce. Et à travers tout cela, les frères Carter sont devenus bien plus que de simples anciens soldats. Ils sont devenus un symbole de ce que signifie se battre, pas seulement dans les zones de guerre, pas seulement sur des champs de bataille lointains, mais chez soi. Là où la corruption se cachait derrière des bureaux en bois et des maillets polis. Là où l'injustice portait une robe et s'appelait la loi. Les mois ont passé. La ville commença lentement à se remodeler en l'absence de Harding. D'autres juges, autrefois intouchables, furent interrogés pour leurs liens avec lui. Les avocats, qui avaient fermé les yeux sur ses actions, se retrouvèrent sous surveillance. Le système juridique de Maplewood avait été exposé au grand jour et les habitants refusèrent de le laisser redevenir ce qu'il était. Pour Daniel et David, le combat était terminé. Ils retournèrent sur les terres de leur grand-père, arpentant les champs qu'il avait travaillés, sentant le poids de son héritage sous leurs bottes. Le soleil se couchait à l'horizon, projetant sur le ciel des nuances d'ambre et de rouge foncé. La bataille était terminée. Mais leur présence, leurs actions, l'héritage qu'ils avaient construit resterait, parce que pour la première fois depuis longtemps, Maplewood appartenait à son peuple, pas à des hommes comme Harding. Et le monde n'oublierait jamais le jour où la loi a finalement répondu à la vérité.